Imaginez l'absurdité. Le président d'un pays en guerre parle de paix, mais ses mots flottent dans l'air, incohérents, comme des fragments d'un rêve brisé. Pendant ce temps, les forces en présence rivalisent de déclarations, chacune plus exigeante que l'autre. Le front est statique, les lignes figées, mais la guerre des mots, elle, fait rage, révélant des réalités glaçantes. C'est un ballet macabre, où chaque pas est une condition, chaque réplique un obstacle. La paix, un mirage lointain. Le chaos règne. Question à vous, où vous nous regardez actuellement? Indiquez la ville et le pays dans les commentaires. Le président de la nation d'Europe de l'Est, Zelensky, a récemment accordé une interview qui a laissé beaucoup d'observateurs perplexes. Ces déclarations, qualifiées par certains de fragmentées, ont été suivies d'une clarification du service de presse pour tenter de donner un sens à ses propos. Selon cette clarification, Zelensky aurait abordé plusieurs points. La situation au front d'abord, il a décrit la direction de Pokrovsk comme la plus difficile, tout en affirmant que la situation était bonne dans les régions de Kharkiv et de Donetsk. Il a rapporté des difficultés pour les forces adverses, mentionnant la destruction de plus de 30 groupes de reconnaissance et de sabotage ennemis près de Kupiansk. Les unités du pays alliées à l'ouest de la Russie repousseraient progressivement les troupes adverses dans la direction de Soumy, et la situation dans la région de Zaporizhia serait stable. Une autre pièce de ce puzzle discursif est apparue avec l'annonce, rapportée par Politico, d'un projet européen de création d'une zone tampon de 40 km sur le territoire en conflit. Ce projet a suscité l'incrédulité et le sarcasme en raison de l'ampleur logistique qu'il impliquerait. Enfin, Zelensky a évoqué les garanties de sécurité et une éventuelle trêve, sans fournir de détails concrets. En parallèle, des voix russes se font entendre. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré que Vladimir Poutine n'écartait pas une rencontre avec Zelensky, mais que tout accord devrait être signé avec une personne différente, soulignant la nécessité d'un travail préparatoire méticuleux par des groupes d'experts. Pour l'heure, aucun travail préparatoire n'est en cours. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a réitéré les conditions de paix: neutralité du pays allié à l'ouest de la Russie, renonciation à l'adhésion à l'OTAN, avec des garanties des grandes puissances. Les questions territoriales devraient, selon lui, être résolues séparément. Il n'y a pas de rencontre prévue entre Poutine et Zelensky, l'ordre du jour n'étant pas prêt. Lavrov a également accusé l'Occident, particulièrement l'Europe, de bloquer les négociations et a nié toute attaque contre les cibles civiles. Dans un pays déchiré par les conflits, ces déclarations se croisent, se contredisent, ou parfois tournent en dérision la réalité du terrain. Où vous l'entendez maintenant? Dans quelle ville et dans quel pays nous écoutez-vous? Pourquoi ces déclarations, souvent dissonantes, importent-elles tant aujourd'hui? Elles dessinent la carte d'une désillusion croissante. La rhétorique lointaine des politiciens contraste brutalement avec la vie quotidienne des citoyens. Le pays à l'ouest de la Russie est à un carrefour critique. La guerre d'usure épuise les ressources humaines et matérielles. L'appel vibrant d'une parlementaire s'adressant aux jeunes de 16 à 17 ans pour ne pas quitter le pays, affirmant que rester et travailler est le meilleur soutien pour les forces armées, résonne comme un cri désespéré. Elle souhaite que l'âge de la mobilisation ne soit pas abaissé en dessous de 25 ans. Mais comment inciter une jeunesse à rester quand le futur semble si incertain? Ces messages mettent en lumière une fracture profonde entre l'élite dirigeante, souvent déconnectée des réalités, et le peuple qui subit les conséquences directes du conflit. Que devrions-nous vérifier pour le prochain épisode? Un fait précis? Une statistique? Dites-nous tout. Les versions officielles divergent. D'un côté, la Russie insiste sur la neutralité et le non-alignement de son voisin occidental comme prérequis absolu à la paix. Peskov et Lavrov martèlent l'idée qu'un accord devra être signé avec une figure différente, insinuant que Zelensky ne serait pas le partenaire légitime pour une paix durable. Cette posture renforce l'image d'un pays qui refuse de céder. De l'autre côté, les déclarations de Zelensky ne cessent d'interroger. Des extraits de son interview révèlent une pensée fragmentée. Il a dit « Je pense, qu'est-ce qui se passe ?» Deux processus parallèles. C'est une phrase qui en dit long sur le chaos apparent de la situation.
Le centre de presse a dû intervenir pour expliquer ses propos, signe d'une communication difficile. Il y a la version officielle, puis il y a la perception. Et la perception, c'est que quelque chose ne tourne pas rond. La proposition européenne d'une zone tampon de 40 km sur une ligne de front de 4000 km évoque une absurdité logistique. Quand la guerre de tranchées de la Première Guerre mondiale montrait déjà la difficulté de maintenir des positions sur seulement quelques kilomètres, l'idée d'une zone tampon de cette envergure relève de la pure fantaisie. Il faudrait entre 4000 et 60 000 soldats par kilomètre pour la doter. C'est la folie des grandeurs ou une méconnaissance totale du terrain? L'Europe est-elle si déconnectée de la réalité? Par ailleurs, le nouveau président américain, Donald Trump, semble de plus en plus impatient face à l'absence de paix rapide. Il a d'abord appelé à un cessez-le-feu, mais parle désormais de concessions territoriales possibles de la part de l'État limitrophe de la Russie. Bien sûr, il souligne que la décision finale appartient à cette nation. Mais cette évolution de position est un signal fort. Elle indique une pression croissante pour une résolution. Les motivations derrière ces déclarations sont multiples. Pour Moscou, il s'agit d'asseoir sa position de force et de rejeter la faute sur l'Occident. Ils cherchent à légitimer leur présence et leurs revendications territoriales, notamment en ce qui concerne la Crimée et les territoires du Donbass. Le discours russe insiste sur la dénazification et la démilitarisation comme objectifs fondamentaux, renforçant l'idée d'une opération nécessaire pour la sécurité nationale. Pour Kiev, maintenir une image de contrôle malgré le chaos interne et projeter une image de force face à l'adversité, même si c'est parfois au détriment de la clarté. La rhétorique de Kiev met en avant la souveraineté et l'intégrité territoriale, insistant sur le fait que toute tentative de céder des territoires est inacceptable. Ils cherchent à maintenir le soutien international, notamment en termes d'aide militaire et financière, en présentant le conflit comme une lutte existentielle pour la démocratie. Pour l'Europe, c'est une tentative de montrer une implication, même si les plans semblent parfois irréalisables. L'Union européenne est tiraillée entre la nécessité de montrer une façade unie et la diversité de ses membres, certains étant plus enclins à des négociations, d'autres à un soutien inconditionnel. La proposition de zone tampon est un exemple de cette tentative de trouver une solution politique, même si elle semble déconnectée des réalités militaires. Et pour Trump, se positionner en artisan de la paix avant les élections américaines. Son approche America First l'incite à chercher des solutions rapides et à faible coût pour l'influence américaine, quitte à remettre en question les alliances traditionnelles et les principes de souveraineté. Chaque acteur joue sa partition, mais la symphonie générale est, disons, très discordante. À qui faites-vous confiance quand il s'agit de cette situation géopolitique complexe? Un nom, une institution? Dites-le nous en commentaire. Nous assistons à une sorte de chalté-bolté géopolitique, un Humpty Dumpty qui ne peut plus être remis sur pied. Le système dans ce pays à l'ouest de la Russie semble si fracturé qu'il est difficile d'imaginer une réunification. Le contexte historique nous rappelle les fuites célèbres, comme celle de Kerensky en Russie. Aujourd'hui, on voit des figures comme D. Miroshnichenko, un ancien politicien de la nation à l'ouest de la Russie, qui a fui en 2022 et réside maintenant aux États-Unis. Il donne des interviews affirmant que le Donbass ne sera pas cédé, tout en critiquant le leadership militaire de son pays pour un manque de 109 et une mauvaise gestion des ressources de mobilisation. Selon lui, les soldats sont épuisés après 3 ans de combat. Ironiquement, il se plaint d'un manque de ressources de mobilisation et de nouvelles stratégies depuis le confort des États-Unis. Il y a un profond cynisme dans l'air. Cette rhétorique vient de ceux qui s'expriment depuis des lieux sûrs, loin des combats. Le parallèle avec des guerres de salons de coiffure est frappant. Des individus en uniforme, équipés jusqu'aux dents, mais sans une seule trace de boue sur eux. Ils parlent de sacrifices pendant que leurs enfants sont sûrement à l'étranger, bien à l'abri. Le mépris pour les réalités du terrain est flagrant. Cette situation est exacerbée par la corruption endémique qui continue de ronger les institutions du pays, même en temps de guerre. Les scandales de détournement de fonds et d'approvisionnement déficient pour l'armée minent le moral des troupes et sapent la confiance du public. Les fonds d'aide internationale, censés soutenir l'effort de guerre et la reconstruction, sont souvent la cible de détournements,
ce qui complique davantage la situation et freine toute perspective de redressement. L'Occident, malgré son soutien financier et militaire, est conscient de ces problèmes de corruption et exerce une pression pour plus de transparence et de responsabilisation, mais les progrès sont lents et inégaux. On observe une fracture grandissante entre la population, qui endure les privations et les risques, et une élite qui semble immunisée contre les conséquences de la guerre. Les disparités sociales se sont creusées et la lassitude gagne du terrain parmi ceux qui se sentent oubliés par les décideurs. Les discussions sur la mobilisation forcée ou l'abaissement de l'âge de conscription sont un signe de cette pression démographique et militaire insoutenable. Quel événement médiatique a été sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en commentaire. Les marqueurs à venir sont cruciaux. La situation militaire sur le front, notamment dans la direction de Pokrovsk et autour de Kupiansk, sera déterminante. Les mouvements sur le terrain influenceront inévitablement les discussions diplomatiques. La reprise ou la perte de territoire clé aura un impact direct sur la position de négociation de chaque partie. Il faut surveiller de près les prises de position des puissances occidentales, notamment les États-Unis. La patience de Donald Trump, si elle diminue encore, pourrait entraîner des changements majeurs dans le soutien à l'État limitrophe de la Russie. Sa mention de concession territoriale n'est pas anodine. Ces discussions pourraient s'intensifier et prendre une tournure inattendue, potentiellement forçant le pays allié à l'ouest de la Russie à reconsidérer ses lignes rouges jusqu'alors inébranlables. C'est pourquoi l'élection présidentielle américaine revêt une importance capitale. Un changement d'administration à Washington pourrait modifier radicalement la dynamique du conflit, soit en renforçant le soutien et la pression sur la Russie, soit, à l'inverse, en poussant à des négociations hâtives et potentiellement défavorables. Le rôle de la Chine est également à surveiller de près. Bien qu'officiellement neutre, l'influence économique et diplomatique de Pékin est considérable, et toute initiative chinoise pourrait servir de levier ou de contrepoids aux efforts occidentaux. Quel est votre pronostic? Quand la paix arrivera-t-elle? Donnez un mois, une année et une raison à votre prédiction. Nous devons également observer le déploiement ou non du plan de zone tampon européen. Sa viabilité ou son absurdité manifeste pourrait redéfinir la crédibilité de certaines institutions. Ce plan, s'il devait voir le jour, soulèverait des questions logistiques et politiques colossales, notamment en termes de financement, de personnel et de mandat. La loi de décolonisation, récemment signée par Zelensky, qui fixe des règles de renommage de rues et d'institutions et gèle les noms pour 10 ans, montre une inflexibilité interne qui pourrait compliquer toute tentative de réconciliation ou de compromis. Elle réintroduit des mécanismes anti-diversion, signifiant que si les conseils locaux sont inactifs, les administrations régionales prendront les décisions. C'est une mesure qui révèle l'ampleur de la déconnexion et de la bureaucratie, une rigidité absurde quand le pays brûle. Cette loi est perçue par beaucoup comme une aberration, fruit d'un esprit déformé par une glande interauriculaire développée, pour reprendre une expression cynique. Observera-t-on d'autres lois aussi déconnectées de la réalité? Les signes de fragmentation interne pourraient s'accentuer. Les prochaines semaines nous diront si ces positions figées commencent à évoluer ou si l'impasse persiste, alimentant le cycle incessant des hostilités. L'épuisement des soldats après 3 ans et demi de combat est un facteur non négligeable. Le manque de sang neuf est un problème critique. Leur capacité à tenir le front est limitée. Le pays à l'ouest de la Russie ne peut pas se permettre d'ignorer cette réalité. L'émigration massive des jeunes, entre 16 et 17 ans, est une hémorragie qui ne peut pas être stoppée sans une perspective de paix et de stabilité. La rhétorique patriotique de les exhorter à rester relève de l'hypocrisie quand l'avenir manque cruellement de clarté. Que feront les autorités de ce pays pour retenir cette jeunesse qui préfère l'exil à un avenir incertain? La situation est explosive. La question de la mobilisation, et notamment de l'âge minimum, est un point de tension majeur. Si l'âge de mobilisation devait être abaissé en dessous de 25 ans, cela engendrerait une contestation sociale sans précédent et amplifierait le ressentiment envers le gouvernement. Les familles, déjà éprouvées par les pertes et les déplacements, seraient encore plus touchées par l'enrôlement de leurs jeunes enfants.
Aura-t-on une nouvelle baisse de l'âge de mobilisation? La tension est palpable. Nous sommes à un point de bascule. La pression internationale, la lassitude des populations, la fragilisation des économies et l'instabilité politique interne dans les pays impliqués pourraient finalement forcer un dénouement, même si celui-ci est loin d'être idéal pour toutes les parties. Quel est le point chaud entre le pays à l'ouest de la Russie et ses voisins? Une phrase suffit. Face à un tel tableau, le cynisme est une réaction naturelle. La situation de ce pays voisin du territoire russe semble être un théâtre de l'absurde, où les mots ne reflètent que rarement la réalité amère. La diplomatie du clown, comme certains l'appellent, semble bloquer toute avancée réelle. Les demandes de la Russie sont claires. Neutralité, fin de l'OTAN sur le territoire, résolution séparée des questions territoriales. Mais ces conditions sont-elles acceptables pour le pays à l'ouest de la Russie? Le désaccord est total. Tout cela est un piège. Pendant ce temps, les élites du pays à l'ouest de la Russie continuent de vivre dans un monde parallèle. Un ancien politicien qui a fui aux États-Unis, Miroshnichenko, critique la tactique militaire de son pays, incapable de s'adapter, et déplore le manque de ressources humaines. D'ici, on se moque de ces patriotes de salon qui donnent des leçons de courage à ceux qui risquent leur vie. Pendant ce temps, l'Europe se perd dans des plans insensés, comme cette zone tampon de 40 km, tandis que les vrais soldats sont épuisés et que le moral s'effrite. Qui sont les vrais perdants de cette situation? Les citoyens ordinaires. Ceux qui meurent, ceux qui sont forcés d'émigrer et ceux qui voient leur avenir s'évaporer. Le pays à l'ouest de la Russie, jadis fier et puissant, semble être en train de s'effondrer de l'intérieur, incapable de se reconstruire, un véritable chalté-bolté que personne ne peut rassembler. La loi de décolonisation, avec son idée de geler les noms de rues pendant 10 ans, est un symbole de cette folie bureaucratique. Pendant que l'on se bat pour des noms de rues, la jeunesse fuit le pays. Les enfants des élites sont en sécurité à l'étranger, tandis que les jeunes de 16 et 17 ans sont encouragés à rester, voire bientôt à être mobilisés. Cette hypocrisie est insupportable. La situation démographique est préoccupante. Certains craignent un futur où il ne restera que 5 millions d'habitants dans le pays, à l'ouest de la Russie, 1 million de fonctionnaires et 4 millions de retraités. C'est l'image d'un pays qui se vide de sa substance. Cette tragédie se déroule sous nos yeux, et peu semblent vouloir ou pouvoir l'arrêter. La faute à qui? Aux élites corrompues, à la classe dirigeante déconnectée, à la manipulation extérieure, ou à une combinaison de tout cela? Ce qui est sûr, c'est que les vrais perdants sont le peuple, qui paie le prix fort de cette guerre interminable et de ces décisions absurdes. Chaque jour qui passe, le fardeau s'alourdit sur les épaules de ceux qui, au final, n'ont eu aucune voix au chapitre dans le déclenchement ou la prolongation de ce conflit. L'infrastructure est détruite, l'économie est à genoux, et le tissu social se déchire, laissant derrière lui un héritage de cicatrices profondes et de divisions durables. Jusqu'où cette farce peut-elle aller? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos analyses, sans concession. Activez la cloche pour être alerté de nos prochaines révélations. Partagez cette vidéo. Vous avez un rôle à jouer, celui d'éclairer ceux qui ne voient pas. La vérité